Donc je vais parler pendant 1 heure à peu près, je vais essayer de ne pas vous ennuyer, et ensuite on pourra discuter le temps qui reste. Donc, je pense que c'est le mieux. Alors je me présente quand même peut-être. D'abord je vous remercie, je ne sais pas exactement d'où vient l'initiative, enfin je sais un petit peu. En tout cas je suis très contente d'intervenir ici sur William Morris. Je suis économiste à l'Université du Grail, dite Jean Jaurès maintenant. Et quand on m'a proposé ce sujet au départ c'était William Morris et la décroissance. Bon, donc j'ai accepté très volontiers puisque je côtoie en fait William Morris depuis pas mal de temps. Mais sans savoir du tout que William Morris était aussi étudié. Je connaissais bien sûr toute la palette de ses activités, mais je ne pouvais pas imaginer qu'au début du XXIe siècle, on étudie William Morris dans les universités ou dans les écoles des beaux-arts, et j'en suis absolument ravie. Alors, je ne savais pas trop comment prendre cette conférence, en fait, parce que j'étais partagée entre parler de William Morris, et à partir de William Morris, arriver au titre, qui est en fait le titre d'une de ces conférences, comment nous pourrions vivre, et ce qui m'avait été suggéré, la décroissance. Bon, je sais que le sujet de la décroissance, c'est un sujet qui est débattu, qui est un sujet tout à fait, qui est dans le débat public, qui est actuel, ou en tout cas, si ce n'est pas la décroissance, c'est une critique de la société industrielle, critique de la modernité, critique du capitalisme, bien sûr. Donc tout ceci, ça fait partie du débat public, critique de la croissance, et difficultés de la croissance, des crises que nous vivons aujourd'hui. Et donc je ne savais pas si je partais de la décroissance ou si je partais de William Morris. Alors j'ai fait une espèce de compromis, parce que je voulais m'assurer quand même qu'on parle de la même chose, qu'on entende de la même chose plutôt. Et du coup, je vais rapidement vous insister sur quelques points de la biographie de William Morris qui intéressent cette conférence. Et après, je vous dirai quand même 2 ou 3 mots sur la décroissance avant d'entrer dans William Morris. Parce que j'ai pensé que sinon, on risquait un peu un dialogue de sourds si on ne se mettait pas d'accord sur ce qu'on mettait derrière les mots. Bon, William Morris, je ne vous le présente pas, je sais que vous avez fait un atelier pour beaucoup là-dessus. Vous le savez, c'est toute la deuxième moitié du XIXe siècle. Donc, c'est un personnage qui est assez haut en couleur, et je puis vous dire qu'il a été pendant très longtemps totalement ignoré. Aussi bien pour ce qu'il était sur le plan de l'art, mais ce qu'il était aussi sur un plan politique et social. Puisque ce n'était pas simplement un homme d'art, c'était aussi une personne engagée dans son temps, engagée dans la transformation de la société. Et il a parfaitement lié sa conception de l'art, des arts et la transformation de la société. C'est intimement lié, et c'est ça qui est intéressant. Il s'est toujours refusé à séparer le social de l'esthétique, le politique de l'esthétique. Et peut-être justement c'est pour cela qu'aujourd'hui il se questionne tellement dans notre société. Nous avons produit ce qu'il appelait de la laideur, nous avons produit des nuisances, nous sommes dans des sociétés de nuisances, disait-il, fin 19e siècle, et bien entendu ceci nous fait écho aujourd'hui. Donc vous savez qu'il était à la fois peintre, designer, poète, il a été conférencier, il était journaliste, il a écrit. Bon, il a pas mal écrit, beaucoup de ses écrits ont disparu parce qu'en fait ce sont des retranscriptions de conférences. Il a été conférencier, vraiment, et il s'adressait à des publics populaires pour justement relier aussi ce qu'il appelait le travail et l'art. Donc il a été écrivain, ami de grands écrivains, ami de Faulkner, il a été également dans la fin de sa vie lié à la famille de Virginia Woolf et à Virginia Woolf, qui parle de lui dans ses différents romans. Donc il faisait partie du monde littéraire aussi. Et il a fondé, sur le plan politique, il a été très engagé donc dans le courant socialiste, et il a fondé la Ligue socialiste, la Socialist League, en 1884,
en Angleterre, qui est une ligue, donc c'était pas un parti politique, c'était un mouvement politique auquel il a été affilié. Alors, pour ce qui est des ouvrages dont je vais me servir ici pour la conférence, et que je vous conseille de lire, c'est d'abord Les Nouvelles de nulle part. C'est vraiment un ouvrage qui est très facile à lire, qui est court, je le dis quand même, et qui est une utopie, une vie. Excuse-moi, c'est quoi le titre en anglais? C'est From Nowhere, c'est News from Nowhere. Et ça, vous l'avez bien sûr en anglais, c'est traduit en français aussi. C'est aux éditions Aubier, j'ai oublié le livre chez moi. C'est une utopie. C'est son œuvre majeure, je pense quand même, dans laquelle il développe une vision imaginaire de ce que serait l'Angleterre socialiste en 2100. Et là, justement, il mêle à la fois ses conceptions de l'art et sa conception sociale, sa conception politique. Là, c'est intimement mêlé dans la façon dont il voit ce que pourrait être l'Angleterre en 2100. Ce n'est pas du tout un programme politique, j'y reviendrai. Ce n'est pas une utopie qui est très précise et rigoureuse, c'est une œuvre littéraire aussi. Ces Nouvelles de nulle part, ce n'est pas simplement un essai. Donc, il y a ce texte-là. Ensuite, il y a, ça je pense que pour vous, peut-être c'est ce qui est le plus lié à vos travaux, c'est L'âge de l'ersatz, qui est une conférence aussi qu'il a donnée. Et là, il y a un recueil qui a été édité en français, donc, par l'Encyclopédie des Nuisances, édition de l'Encyclopédie des Nuisances. Il y a là-dedans plusieurs textes, dont L'âge de l'ersatz, mais pas seulement. Il y a plusieurs réflexions sur l'art, par exemple, dans ce petit livre. Et ça, c'est vraiment un livre de base, disons, pour William Morris. Et ensuite, il y a ce livre-là. D'ailleurs, j'ai pensé que l'inspiration de la conférence venait de ce livre-là. Ce livre-là s'appelle « Comment nous pourrions vivre ». Il y a le texte de William Morris et une longue introduction de Serge Latouche. Serge Latouche, qui est un économiste et qui est un des pères, entre guillemets, je ne sais pas comment le dire, de toute la pensée de la décroissance en France. Et qui a créé une maison d'édition qui s'appelle Le Passager clandestin, dans laquelle il publie ce qu'il appelle les précurseurs de la décroissance. Et donc, William Morris est pour lui un des précurseurs de la décroissance, il y en a plein d'autres, bien sûr, mais William Morris donc, serait, pour Latouche en tout cas, un des précurseurs de la décroissance. Donc ça, c'est... Et il y a le texte « Comment nous pourrions vivre ». Si vous ne lisez pas Les Nouvelles de nulle part, vous pouvez lire « Comment nous pouvons vivre ». C'est un tout petit livre aussi, c'est bien, parce qu'il y a toute l'histoire de William Morris. Il y a déjà beaucoup de choses, beaucoup de pistes par rapport à la pensée de William Morris. Je voudrais, pour finir cette petite introduction, vous donner une citation de Comment nous pourrions vivre. Voilà ce qu'il dit de lui-même. Sans parler du désir de produire de belles choses, la passion dominante de ma vie a toujours été la haine de la civilisation moderne. Bon, je crois que là, si vous voulez, je le cite, ça donne le contexte un petit peu de William Morris. Donc, il a été complètement oublié, aussi bien par la pensée socialiste, et j'expliquerai pourquoi. Je pense que, enfin, vous le direz vous-même, mais dans la pensée également de l'art, etc., il n'était pas non plus un personnage extrêmement reconnu. Bon, et on essaiera de comprendre peut-être pourquoi aujourd'hui William Morris ressurgit, parce qu'il y a pas mal de publications sur William Morris qui sortent. Alors, très rapidement, je voudrais quand même vous donner quelques pistes sur la décroissance, pour qu'après on puisse saisir dans William Morris ce qui pourrait en faire un précurseur de la décroissance, ou en tout cas de la critique de la croissance, plutôt que décroissance, qui est un mot qui peut peut-être parfois heurter. Donc j'ai fait une première partie là-dessus. Ensuite, c'est William Morris et le romantisme. Et William Morris et le romantisme révolutionnaire, parce qu'il était de ce courant-là. Et ensuite,
j'ai intitulé ma dernière partie « Une utopie décroissante », point d'interrogation. Voilà. Alors, la décroissance, quelques éléments sur la décroissance. Bon, je pense que vous en avez entendu parler de tout ce débat autour de la croissance, de la décroissance. C'est un débat qui a dans nos sociétés industrielles, capitalistes, etc., depuis les années 1960, qui a pris une extension extrêmement forte dans les années 1970, avec la publication, je vais un petit peu vite, mais avec la publication de plusieurs ouvrages, et en particulier un rapport qui a été fait par des économistes d'une université américaine du MIT, célèbre donc, c'est le rapport Meadows, qui, en 1971, lançait un cri d'alerte dans le cadre du Club de Rome, qui est un club d'économistes, un cri d'alerte qui s'appelait Halte à la croissance, du 1970. Halte à la croissance, donc, du fait de la crise écologique essentiellement, du fait de l'épuisement des ressources naturelles, et donc avec l'idée que notre modèle économique, qui était fondé sur la croissance illimitée de la production, allait connaître une limite externe à elle-même venant de l'épuisement des ressources naturelles. Puisque cette production, elle puise, elle a besoin pour pouvoir s'épanouir, de puiser à l'infini dans des ressources, et notamment dans des stocks qui sont non renouvelables. Pensons par exemple au pétrole, etc., mais il y en a bien d'autres stocks de ressources, l'étain, le fer, etc., qui ne sont pas des ressources renouvelables, qui ont mis des millions d'années pour se constituer, et que nous avons brûlées pour beaucoup en même pas 2 siècles. Donc, c'était un cri d'alerte. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans ces années 1970, il y eut à ce moment-là ce qu'on a appelé dans le cadre des Nations Unies un sommet de la Terre, le premier sommet de la Terre, qui va ensuite se décliner à Rio de Janeiro, etc. Mais là, il a eu lieu à Stockholm en 1972, et de ce sommet de la Terre, son intitulé c'était « Nous n'avons qu'une seule Terre ». Nous sommes en train de faire comme si nous avions plusieurs terres à notre disposition, nous extrayons les ressources alors que nous n'avons qu'une terre, et que si nous voulons continuer à produire comme nous produisons, il nous faudrait les ressources de plusieurs planètes. Donc c'était ce sommet de Stockholm qui a été extrêmement important, et partout dans le monde émerge ce qu'on appellera un mouvement écologiste, dans les années 1960-1970. Des publications économiques aussi, 1971, il y a un économiste qui s'appelle, alors son nom est un peu barbare, c'est un roumain, Georgescu Rögen, Georgescu comme Georges Rögen, R-O-E-G-E-N, qui a, ça je ne vais pas trop l'expliquer sauf si vous me le demandez après, c'est un mathématicien économiste, et qui lui a montré comment notre système fondé sur la croissance n'était plus viable du fait de la déperdition non seulement de la matière mais de l'énergie aussi. C'est toute la notion, si certains connaissent, de l'entropie, c'est-à-dire que l'énergie que nous consommons, contrairement à ce que nous pensions, elle ne se transmet pas intacte aux produits dans lesquels elle est incorporée, elle se dégrade quand on l'utilise. C'est le phénomène d'entropie. Et donc, il y a l'idée que le système dans lequel nous sommes va être bloqué par une limite qui lui est extérieure. Jusqu'ici, on avait pensé aux contradictions internes du capitalisme. On avait pensé que le capitalisme ne pourrait pas se poursuivre parce qu'il serait dévoré par des tensions internes, notamment les inégalités sociales, les conflits de classe, etc., etc. Et là, on commence à prendre conscience qu'il peut y avoir aussi des limites externes, non choisies, des limites physiques, des limites matérielles à l'expansion du capitalisme et à la croissance infinie de la production, du capital, de la consommation, etc. etc. Donc c'est le contexte des années 60-70, et là il y a les premières critiques de la croissance très fortes, très très fortes. Mais malgré tout, encore, ça reste marginal, et on reste encore orienté dans une société de croissance, avec l'idée que la croissance, finalement, c'est le remède à tous les maux que nous avons. C'est qu'avec plus de croissance, on arrivera à résoudre les inégalités, avec plus de croissance, on arrivera à faire de la justice sociale,
il y a toujours l'idée que plus le gâteau grossit, plus il est facile de le partager. Et on ne se pose pas la question de savoir ce qu'il y a dans le gâteau, comment on l'a fait, et si par hasard ce gâteau ne serait pas un petit peu empoisonné. Ça, c'est pas du tout la question qui est posée dans ces années-là. Et du coup, il y a toujours l'illusion de plus c'est mieux. Et plus, surtout, ça permettra de résoudre les problèmes qui se posent aux sociétés. Les problèmes sociaux, plus on croit, encore une fois, plus on peut répartir et plus la pauvreté va diminuer, plus le chômage va diminuer, etc. Voire même, sur le plan écologique, il y a toute une théorie qui lie la croissance et l'écologie, qui consiste à dire que plus on aura de croissance, plus on va trouver des moyens techniques, en particulier techno-économiques, de résoudre les problèmes que nous avons créés. Et donc la croissance a été considérée encore dans les années 1980-1990, non pas comme le problème, mais comme la solution. Je vais un petit peu vite. Arrivent ensuite les années 2000, où là, on commence à voir vraiment des blocages extrêmement importants, des crises qui ne sont plus isolées, des crises sociales, crises alimentaires, crises énergétiques, crises écologiques, crises géopolitiques, le problème du pétrole. Et toutes ces crises tendent à se potentialiser, si bien que, à nouveau, on se pose la question de la croissance. Est-ce que la croissance est la solution? Est-ce que la croissance industrielle, le développement industriel, est-ce que ce n'est pas le problème? Et de là émerge à nouveau toute une pensée de la décroissance. Alors, sur le terme décroissance, il y a débat. Ceux qui l'ont initié, en particulier Serge Latouche, en France, ils n'en font pas véritablement un concept. Ils l'ont conçu comme un slogan provocateur, propre à faire réagir, et non pas comme un nouveau système de pensée. Et il faut dire que ce slogan provocateur a une certaine efficacité, puisque on peut voir que maintenant ça fait une quinzaine d'années que c'est dans le débat public, et que autant d'autres termes qui voulaient un peu dire la même chose, par exemple développement durable, croissance propre, etc., ont été finalement récupérés dans le cadre du système industriel capitaliste, alors que la décroissance, écoutez un petit peu tout ce qui peut se dire, je suis obligé de boire, tout ce qui peut se dire sur la décroissance, c'est une notion qui est assez peu récupérable dans le cadre du capitalisme tel que nous le vivons, qui est fondé, au contraire, sur la transformation continue, l'accumulation du capital infini. Il ne peut pas s'arrêter. Et donc, là, c'est une notion qui est assez efficace parce qu'elle n'est pas récupérable. Cependant, elle est efficace, mais elle peut comporter des ambiguïtés fortes qui font que certains, qui sont, moi en particulier, je ne l'emploie pas toujours des croissances, là je vais l'employer, mais je mets toujours des petites, des petites réserves, parce que dans la tête de beaucoup de gens, décroissance, c'est l'inverse de la croissance. Et ça, si vous voulez, si on pense que la décroissance est l'inverse de la croissance, on reste toujours dans l'imaginaire de la croissance. La décroissance n'est pas de la croissance négative. C'est pas de la récession. Ça, nous y sommes en récession. Nous sommes en récession, nous ne sommes pas en décroissance. Parce que l'objectif, c'est toujours la croissance. Écoutez tous les responsables politiques de tous les courants confondus. Quel est le problème essentiel aujourd'hui pour l'Europe, pour la France? Il faut retrouver la croissance. Donc nous sommes dans un imaginaire de croissance, dans des politiques orientées vers la croissance, même si nous sommes en récession. Donc parfois on me dit, mais nous sommes des gens en décroissance. Non, on est en récession. On n'a pas remis en cause l'imaginaire de la croissance. Donc décroissance souvent est confondue avec récession, dépression, inverse de la croissance. Et de ce point de vue-là, je pense que ça rate son objectif. Voilà pourquoi certains plutôt parlent de accroissance ou de désintoxication de la croissance. Bon, peu importe. En tout cas, ce que je voudrais voir avec vous, c'est comment William Morris, effectivement, est un critique
très fort au XIXe siècle d'une société qui est orientée vers l'accumulation infinie de production matérielle et de production d'objets, j'y reviendrai, inutiles, laids, qui enlaidissent le monde, etc., etc. Une critique très forte de la société industrielle et de cette idée que plus c'est mieux. Donc, décroissance, ce n'est pas la récession. La décroissance, c'est une sortie d'une économie de croissance. Ce n'est pas un aménagement de la croissance, ce n'est pas la croissance propre. Ce n'est pas une croissance verte, comme on nous dit aujourd'hui. Parce que là, avec la croissance propre, la croissance verte, on ne remet pas en cause les fondements mêmes de l'idéologie de la croissance et de la croyance en la croissance. Donc, donc il faut sortir, pour les théoriciens de la décroissance, donc, il faut sortir d'une économie de croissance et accepter qu'il y a des limites à l'expansion infinie du capital et de la production. Et des limites qui sont non négociables. On peut négocier entre acteurs sociaux, on peut négocier les salaires, on peut négocier les conditions de travail. On ne peut pas négocier aujourd'hui, par exemple, le changement climatique. C'est innégociable. Je ne peux pas négocier la durée de vie du carbone dans l'atmosphère. C'est innégociable. Et donc, par exemple, le changement climatique, je peux faire des prières autant que je le veux, le changement climatique, il est déjà enclenché. Ce qui nous reste à faire, c'est de le limiter. L'effondrement de la biodiversité est enclenché. Ce qui nous reste à faire, c'est de la limiter, pour que nous puissions avoir un monde vivable. Vivable pour les humains, pour les sociétés. Et vivable en soi aussi. Donc, c'est cette prise de conscience de la nécessité de sortir d'une économie qui est fondée sur l'extraction de ressources qui ne sont pas renouvelables. Vous savez qu'il y a plusieurs calculs qui ont été faits. Si on voulait, en 2050, que les futurs 9 milliards d'habitants de la planète aient le niveau de vie moyen de l'Union européenne, il faudrait à peu près les ressources de 5 planètes. Si ce niveau de vie devait être celui de l'Américain moyen ou du Californien moyen, c'est 9 ou 10 planètes qui devraient être à notre disposition. Cela veut dire que si on ne remet pas en cause le schéma de la croissance, cela signifie que nous avons renoncé à toute idée d'égalité, à toute idée de solidarité. La croissance est possible pour quelques-uns, isolés dans des forteresses, qui pourront continuer éventuellement à extraire les ressources pour quelques-uns. Mais à ce moment-là, il faut accepter qu'on n'est plus dans une perspective universelle, qu'on n'est plus dans une perspective de droit universel, et que la croissance est possible, oui, pour une petite partie de l'humanité, mais pas pour toute l'humanité. Et donc, c'est bien sortir d'une économie qui a été fondée sur le fait que le bien, c'est l'augmentation de la richesse. Le bonheur, c'est l'augmentation de la richesse. Et ça, j'y reviendrai, c'est vraiment déconstruit par William Morris. Et il est vrai que vous avez entendu parler des 30 glorieuses de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale, cette ère bénie qu'on a appelée les 30 glorieuses, qui d'abord n'ont pas été 30, elles ont été 20 à peu près, puisque dès le début des années 1970, les choses se sont quand même très sérieusement grippées. Et il est vrai que pour une partie du monde, l'Europe à ce moment-là, les pays industriels, les États-Unis, ça a été une période de prospérité, où on a conquis, y compris des droits sociaux, qui ont été permis par la croissance. Et donc on a lié complètement croissance, droits sociaux, démocratie. Sans voir que, bien sûr, ceci avait été possible pour une partie du monde, mais que c'était impensable à l'échelle du monde, parce que ça n'a été possible que parce que nous avons pu avoir de l'énergie bon marché que nous avions puisé dans nos colonies, des matériaux bon marché qu'on allait chercher ailleurs, etc., etc. Et donc, ce modèle-là, qui a été possible, pour une partie faible du monde, 1/8 de la population mondiale à peu près, n'est pas extensible à l'échelle de la planète. Et donc, évidemment, dans un monde globalisé,
comme dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous ne raisonnons plus simplement au niveau de l'Europe, nous avons à raisonner à un niveau global. Et à un niveau global, cette croissance n'est plus possible. Et donc, pour les tenants de la décroissance, autant il est nécessaire d'anticiper ce moment, justement, où nous allons avoir des pénuries de ressources matérielles, plutôt que d'attendre d'arriver à l'extrême limite, d'anticiper ce moment-là pour organiser la société de façon à ce qu'il n'y ait pas un traumatisme social, politique, démocratique trop important, de manière à ce que les transitions puissent se faire de manière démocratique et non pas imposées par un pouvoir central qui rationnerait les ressources en fonction de tel ou tel rapport de force. Donc sortir d'une économie de croissance. Deuxième point, c'est la croissance dans nos sociétés, ce n'est pas que la croissance économique. Nous sommes dans des sociétés de croissance où tout a été pensé, le bien-être, le bonheur, etc., l'emploi, le bonheur, semblent découler du fameux PIB. Il faut absolument que le PIB augmente. Si le PIB augmente, c'est bien. S'il n'augmente pas, c'est mal. On ne regarde pas trop ce qu'il y a à l'intérieur du PIB. Le PIB, il peut augmenter si on produit des armes. Le PIB, il peut augmenter si on est obligé parce qu'il y a des embouteillages absolument effrayants, on est obligé de construire toujours plus d'autoroutes, de rocades, etc., etc. Le PIB augmente. Le PIB augmente s'il y a des désastres écologiques, parce qu'il faut réparer les désastres écologiques. Donc tout ça, ça fait de la croissance. Donc on s'est peu interrogé sur le contenu de la croissance. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes obligés de nous interroger sur ce contenu. Et c'est toute la société qui a été intoxiquée à la croissance. Par exemple, on a longtemps mesuré le bien-être au niveau de consommation énergétique. Les sociétés de bien-être étaient des sociétés qui consommaient beaucoup d'énergie. Dans une période où nous risquons bien d'avoir des problèmes de ravitaillement énergétique, si nous continuons à baser notre système énergétique sur le pétrole, sur les gaz de schiste, enfin sur les énergies fossiles, ou bien même sur le nucléaire, puisque de l'uranium, il n'y en a pas non plus, c'est une ressource non renouvelable également, l'uranium, eh bien, nous voyons bien qu'il va y avoir des pics qui vont nous obliger à bifurquer. Je disais donc, toute notre société a été imprégnée de cette idée de progrès, par le progrès économique, par le PIB, par la croissance industrielle essentiellement. Donc il faut sortir de cet imaginaire-là. Et donc c'est une transformation, pas simplement économique, mais une transformation sociale. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, cette idée de décroissance, elle est portée par de nombreux mouvements sociaux, de nouvelles formes de lutte, très concrètes, qui reprennent, si vous voulez, l'idée qu'on ne peut pas attendre la transformation sociale pour les générations futures, comme nous le promettait un certain socialisme messianiste. C'était les générations, on travaillait pour les générations futures, non. Là, il s'agit, dès maintenant, d'engager une transition et de mettre en œuvre des expériences concrètes de réduction de la consommation d'énergie, de changement de consommation, surtout au niveau de l'énergie, de réduction aussi de l'utilisation des pesticides dans l'agriculture, bon, etc., etc. Et donc là, on a un foisonnement au niveau international, au niveau national, au niveau international. On a un foisonnement d'expériences concrètes, locales aujourd'hui, qui pour beaucoup ne s'appellent pas décroissance, peu importe, mais qui posent le problème de la croissance. Dans la région, nous en avons quand même pas mal. Je pense au barrage de Sivens, par exemple, puisque c'est à nouveau dans l'actualité ces jours-ci. Ce barrage de Sivens est typiquement symptomatique d'une société de croissance. Il faut de l'agriculture productiviste, il faut développer le maïs dans une région où il est absurde de faire du maïs, parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc il faut faire des retenues d'eau très importantes pour pouvoir irriguer, parce qu'on est toujours dans l'idée que la seule agriculture qui puisse nourrir la population alors qu'elle l'empoisonne, c'est l'agriculture productiviste. Mais face à ça, il y a non seulement des résistances comme à Sivens, mais il y a aussi des expériences extrêmement intéressantes de circuits courts, vous avez dû en entendre parler, d'AMAP, de modification, de diminution des transports, de développement de transports doux, bon, etc., d'architecture, de design, d'architecture aussi écologique, etc., etc. Donc,
il y a des tas de choses qui se passent d'agriculture urbaine. Alors ça, l'agriculture urbaine, William Morris l'a préconisé déjà. Hein. Bon, tout ceci se développe aujourd'hui, et même si ça ne s'appelle pas décroissance, ça témoigne, si vous voulez, hein, de la prise de conscience que ce modèle dans lequel nous sommes, il n'est plus viable à long terme, et que dès maintenant, il faut envisager une transition. Il y a en Angleterre en particulier un mouvement qui s'appelle le Mouvement pour la transition. C'est quelqu'un qui s'appelle Rod Hopkins, qui est inspiré de William Morris. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Manuel de la transition, qui circule partout en France, et c'est très intéressant comme perspective. Il propose, dans des villes assez importantes, hein, ça se passe en Angleterre, et aussi en France maintenant, de réorganiser la ville comme s'il n'y avait plus de pétrole. Essayons d'imaginer, bon, nous n'avons plus de pétrole, ou nous en avons beaucoup moins. Comment nous nous organisons? Comment nous nous préparons à cette éventualité? Et nous nous préparons de manière inventive, de manière démocratique, en nous mobilisant, et non ensuite par des mesures autoritaires qui viendraient d'un État central qui serait aux prises avec des pays. Et donc ce sont ce qu'on appelle le mouvement des villes en transition. Ça, vous l'avez sur Internet, il y a des tas d'expériences de villes en transition, des municipalités qui travaillent avec ces groupes pour repenser les transports, hein, justement, pour repenser les transports dans la perspective de bien plus de pétrole comme on fait. Et donc il faut relocaliser l'agriculture, il faut retrouver une certaine autonomie alimentaire. Vous savez que Paris, par exemple, a 3 jours d'autonomie alimentaire. 3 jours, en cas de blocage. Bien, vous imaginez ce que ça peut produire, hein, dans une ville, une conurbation de cette taille, ce que peut produire des pénuries à des moments donnés. Donc, une tentative de redéfinir, relocaliser l'économie et la société pour ce qui est relocalisable. Tout n'y est pas. Il y a toute une partie de la production qui est relocalisable de manière à retrouver une certaine autonomie de vie, à diminuer les transports, à diminuer les nuisances, bon, etc., etc. Et là, ça fourmille d'expériences, donc en France, en Europe et au niveau international. Toutes ne se revendiquent pas de la décroissance, mais toutes ces expériences remettent en cause ce modèle productiviste, ce modèle industriel. Et d'après ce que je sais, c'est qu'il y a, enfin, vous le savez sûrement mieux que moi, vous le compléterez, ça m'intéresse. Hein. J'avais été invité à Paris à une réunion qui était une conférence. C'était à l'école du paysage à Versailles. Bon, c'était passionnant. Il y avait pas mal de designers italiens qui travaillaient justement sur design et décroissance. Bon, ils préparent un bouquin, donc j'imagine qu'il va bientôt sortir, sur comment la décroissance, aujourd'hui, cette idée-là, est reprise en compte dans l'imaginaire, et comment certains designers s'approprient cette idée pour la traduire très concrètement aussi, hein, dans des objets, ou des architectes. Il y a pas mal d'architectes qui travaillent là-dessus aussi. Bon, voilà. Donc, c'était un petit peu un panorama un peu rapide, hein, sur cette idée de décroissance. Alors, comme vous le voyez, moi je ne me suis pas accrochée à l'idée de décroissance. En revanche, je suis très accrochée à toutes ces expériences sociales, locales, décentralisées, portées par des citoyens, qui justement tentent dès maintenant, sans attendre le grand soir ou un avenir joyeux, dès maintenant, s'engagent dans cette transition et en s'engageant ainsi, tracent les voies sans doute d'autres mondes. Alors maintenant, je vais passer à William Morris. Alors, William Morris, donc je vous ai dit, je vous ai annoncé une deuxième partie qui s'appelle William Morris et le romantisme révolutionnaire. J'ai voulu rattacher volontairement William Morris au romantisme. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. D'abord parce que ce mouvement romantique a été très fort en Angleterre. Il y a eu un mouvement dans le 19e siècle très très fort donc, en Angleterre, qui est venu de l'effroi qu'avaient ces romantiques devant la violence de l'ordre industriel, devant la violence de la révolution industrielle,
Il faut voir qu'en Angleterre, la révolution industrielle au XIXe siècle, au XVIIIe siècle, ça a été qu'on nous présente comme étant le début de la prospérité finalement. Hein, ça a été une période absolument terrible. Terrible pour tous les travailleurs, pour tous les ouvriers qui ont été engagés dans ce processus du capitalisme industriel. Hein, ça a été une période terrible, sans droits sociaux, sans état social, sans rien du tout, avec une exploitation absolument extraordinaire. Bon, ça, on l'oublie hein, dans l'épopée capitaliste, hein, on oublie hein, que cette révolution industrielle, ça a été aussi une véritable guerre sociale. Et donc, si vous voulez, il y a eu tout ce mouvement des romantiques qui ont contesté la modernité industrielle. Certains l'ont fait par rapport à une nostalgie du passé. On verra que ce n'est pas le cas de William Morris. Hein. Il y avait une nostalgie du passé, mais contestation de la violence de l'ordre industriel, contestation de la laideur. Il a beaucoup écrit sur la ville de Londres, sur la laideur de Londres. Londres était une ville irrespirable. Hein. Vous avez dû lire des choses sur le smog, etc. Ce n'est pas qu'une question climatique. Hein. Souvent on dit que c'est une question climatique. C'était irrespirable du fait de la pollution industrielle, Londres. Bon, et c'était gris, bon, etc. Donc l'enlaidissement de Londres, bon, il a beaucoup lu aussi Dickens, par exemple. Hein, donc il a été très sensible à toute cette histoire sociale aussi. Encore une fois, il n'a jamais voulu séparer l'art et la société, et le social. Pour lui, c'est intimement relié. Donc, il partage avec le romantique cette haine, je dirais, de la laideur, de l'enlaidissement du monde, et le refus du désenchantement du monde. C'est-à-dire que le XIXe siècle, c'est vraiment, se voudrait, le règne de la raison abstraite. Le monde ne pourrait être connu apparemment, hein, selon cette raison industrielle, selon cette modernité industrielle, que par la raison abstraite et non plus par la sensibilité, par l'émotion, etc. Et du coup, les romantiques, si vous voulez, se sont vraiment élevés contre cette vision d'une rationalité purement utilitaire, d'une rationalité purement instrumentale et utilitaire, et ont défendu la nécessité de l'émotion pour comprendre le monde aussi. L'émotion, la sensibilité, la beauté, etc. Pour comprendre le monde. Comprendre le monde, c'est pas uniquement par la raison, et encore moins par la raison calculatrice. Parce qu'avec le capitalisme industriel, avec l'économie triomphante au XIXe siècle, c'est la raison calculatrice. Augmenter les profits, faire le meilleur calcul possible, optimiser. C'est la raison calculatrice qui s'est substituée, qui a fait office de raison. Et ça, les romantiques l'ont contesté. Et ça, William Morris l'a considérablement contesté. Voilà pourquoi je le rattache à ces mouvements des romantiques anglais. Il y avait William Blake, je ne sais pas si vous le connaissez, il a été aussi très proche de Ruskin, très très proche. Et après, en Allemagne, il y avait Novalis, il y avait Hölderlin, en bref, tout un courant romantique extrêmement important, très critique sur la modernité industrielle. Ce qu'on a oublié par la suite. Ou bien très souvent, ces romantiques, on les a oubliés, parce qu'on a retenu la grande épopée capitaliste, la révolution industrielle, le progrès, les usines, les chemins de fer, toute la grande épopée de la croissance. On a oublié toutes déjà ces critiques qu'il y avait bien avant Marx, bien avant la critique socialiste, une critique de cette modernité industrielle qui détruisait à la fois les humains et la nature. Il y a aussi un désenchantement de la nature, hein, évidemment chez les romantiques. Mais très souvent, on les a considérés comme étant réactionnaires, les romantiques. Réactionnaires dans le sens où on les a suspectés de vouloir revenir à l'ordre ancien. Et pour la France en particulier, à l'avant-révolution industrielle. Bien sûr qu'il y avait des courants romantiques qui étaient des courants réactionnaires. Bien sûr que ça existait. De même qu'on trouvera dans des mouvements aujourd'hui du refus de la société industrielle, on peut trouver des courants réactionnaires aujourd'hui. Évidemment. Voire même des courants d'extrême droite.
hein, dans le refus du capitalisme, dans le refus de la société industrielle, il y a toujours eu des courants réactionnaires. Mais on ne peut pas réduire cette critique romantique de la révolution industrielle, du capitalisme industriel, on ne peut pas le réduire à des courants réactionnaires. Parce qu'il n'y avait pas là-dedans que... ils étaient même minoritaires, les courants réactionnaires. Hein. On a retenu ceux-là parce qu'ils existent et ils sont dangereux. Mais malgré tout, ils n'étaient absolument pas majoritaires. Et ce n'était vraiment pas le cas de William Morris, je vais y revenir. Et donc, ces romantiques développent une vision inquiète d'un monde hein, qui, justement, semble ignorer toute subjectivité, qui semble avoir relégué la subjectivité et s'attacher simplement à la matérialité du monde, à l'objectivité du monde, à la production matérielle, et qui semble se réaliser uniquement dans la production matérielle, et dans toujours plus de production matérielle. Donc vraiment une inquiétude très forte. Alors c'est vrai que William Morris, il était attaché au passé. En particulier, je ne sais pas si vous avez vu dans ses écrits sur l'art, il a une passion pour le Moyen-Âge, passion très forte, passion pour le gothique. Mais là aussi, je vous le redirai à sa vision politique, cette passion pour le Moyen-Âge, c'est une passion pour la commune. C'est une passion pour des communautés restreintes, et non pas le monde globalisé dans lequel nous sommes, qui lui ferait, je pense, absolument horreur. Et c'était, si vous voulez, l'idée que le bien vivre, pour avoir une bonne vie, il est nécessaire d'avoir une communauté finalement restreinte. Et c'est ça qui lui a fait, je crois aussi, outre ses recherches en termes d'art, et je crois que c'était lié aussi à sa vision de la société. Il ne va avoir de cesse que de décrier l'urbanisation. Vous voyez ce qu'il dirait aujourd'hui, hein, fin 19e siècle, pour lui, Londres était une horreur. C'était l'horreur absolue. Et d'ailleurs, dans une nouvelle de nulle part, comment il voit Londres un siècle, 2 siècles après Londres socialiste, Londres existe toujours, mais c'est éclaté en communes, si vous voulez, c'est très champêtre, c'est redevenu très champêtre, la nature a repris un petit peu le dessus dans la ville, hein, et ce n'est pas du tout l'uniformité, il y a une très grande diversité dans Londres, il y a toujours bien sûr l'agglomération, mais avec une très grande diversité, y compris diversité architecturale, c'est pas la spécialisation comme il va y avoir dans la plupart des villes. Donc c'est vrai il avait un attachement au passé, mais cet attachement au passé n'était pas passéiste. Il n'était pas réactionnaire. Il était en revanche conservateur. Il se dit conservateur. Mais conservateur, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire réactionnaire. Et il y a un livre d'un décroissant que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Comment être conservateur sans être réactionnaire ». C'est qui s'appelle BC, B-E, j'ai oublié son prénom parce que son prénom vient de m'échapper. Il était journaliste au Monde, il a écrit chez Fayard, c'est comment être conservateur sans être réactionnaire. Qu'est-ce qu'il entendait par conservateur, William Morris? Eh bien, par exemple, il a créé la Société pour les monuments historiques. Et il s'est beaucoup élevé contre la transformation des monuments historiques. Bien entendu qu'il était pour la rénovation des monuments historiques, mais pour lui, rénovation ne veut pas dire transformation. Et il disait, ce sont des témoignages du passé que nous devons garder comme tels, que nous devons conserver comme tels. Non pas pour en faire un musée, mais parce qu'il était imprégné de l'idée qu'on ne peut pas penser l'avenir à partir de rien. Qu'on ne peut pas penser l'avenir si en même temps on n'a pas fait le lien avec le passé. Et là, en ce sens, je reviendrai, il était très opposé à toute la vision, pas de Marx obligatoirement, mais marxiste. Je pense en particulier à l'internationale du passé faisant table rase. Ça, c'est totalement étranger à la pensée de William Morris. Totalement. C'est-à-dire qu'il est, on verra, dans une perspective de transformation révolutionnaire de la société, mais sans faire table rase du passé.
Parce qu'il dit, on ne peut pas construire un avenir si on ne connaît pas son passé, si on ne sait pas approprier son passé. Et ce n'est pas pour vivre dans le passé, mais c'est pour s'appuyer sur le passé pour construire l'avenir. On ne le construit pas à partir de rien, et on sait aussi comment, bien souvent, ces pensées-là qui ont imaginé qu'on pouvait construire un monde à partir de rien, à partir d'une vision théorique, ont pu sombrer dans des visions assez totalitaires du monde. Et donc ce souci de la conservation n'est pas un souci, encore une fois, passéiste pour vivre dans les monuments du passé ou vivre comme on vivait dans le passé, pas du tout. Mais c'est s'approprier le passé pour penser l'avenir, en faire un tremplin pour pouvoir penser l'avenir. Donc il n'était pas passéiste du tout, ni réactionnaire, ni conservateur. Et justement, là on retrouve quelque chose qu'on retrouve dans les mouvements plus ou moins inspirés de la décroissance. Cette idée de conservation plutôt que de transformation. Si vous voulez, c'est l'opposition conservation-transformation. Si vous êtes dans une société de croissance, il faut toujours transformer pour croître, pour progresser, pour aller de l'avant, pour etc., etc. La transformation, c'est le but de la vie, quasiment. Alors que là, c'est plus lent, si vous voulez, et il s'agit de conserver plus que de transformer. Et ça, on l'a dans les mouvements quand même dits décroissants aujourd'hui, et on l'a d'autant plus que la nécessité de la conservation s'est accrue du fait de l'ampleur des destructions et du fait de la vitesse des destructions, aussi bien sur un plan écologique que sur un plan social. Aujourd'hui, par exemple, sur un plan social, on voudrait bien conserver des droits qui avaient été acquis par les peuples, par les citoyens, par les travailleurs. On voudrait les conserver. Ce ne sont pas des privilèges, ce sont des droits, ça fait partie du passé. C'est un passé aussi. Alors il s'agit, on peut les modifier, on peut les adapter, etc. Mais il y a l'idée de la conservation. Dans une période où le capitalisme aujourd'hui tel que nous le vivons, dans le monde dans lequel nous sommes, est quand même beaucoup fondé sur la destruction. Et donc cet idéal de conservation, il est fort dans ces mouvements-là. Je reprends le cas de Sylvens, par exemple. Pourquoi il y a eu une opposition à ce barrage aussi, c'est qu'il s'est construit sur une zone humide. Une zone humide qui est un lieu dans la nature, un écosystème qui est extrêmement précieux pour tout ce qui est le domaine de l'eau. Ça filtre l'eau, ça permet le passage de l'eau, etc. Et la biodiversité. Cette zone humide du Testé, c'est une des rares qui reste dans la région en Midi-Pyrénées. Quasiment toutes les zones humides ont été bétonnées, transformées pour des autoroutes, etc. Donc là aussi, il s'agit bien de conserver. Et ce n'est pas réactionnaire. Alors certains vous diront, c'est réactionnaire, le progrès, c'est les grands barrages, et plus ils sont grands, plus c'est le progrès, et plus ils sont immenses, et plus c'est le progrès, et le bonheur. Bien. Et donc ceux qui ont lutté contre ce barrage, ou qui luttent encore contre ce barrage, ils sont animés d'une conservation, et souvent d'ailleurs, on les traite d'archaïques, ils n'ont pas compris le progrès, ils ne comprennent pas les bienfaits de l'agriculture productiviste, du maïs dans cette région-là, etc., etc. Donc cette idée de conservation qui aujourd'hui est très forte dans beaucoup de ces mouvements sociaux, par exemple des luttes aussi qu'il y a sur l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, sur les lignes à grande vitesse. Bien souvent le point de départ c'est la conservation. Notre-Dame-des-Landes c'est la conservation d'une terre, d'hectares de terre. Pour la culture, pour le bocage, c'est une zone humide. Pour ce qui est des autoroutes, des grandes lignes à grande vitesse, c'est aussi souvent la conservation qui au départ est un premier mouvement pour la résistance à l'extraction des gaz de schiste. Actuellement en France, c'est ça aussi, c'est la conservation. Bon, etc., etc. Donc ça c'est une première chose. Deuxième point important de William Morris et de son lien avec le romantisme, c'est le refus de l'utilitarisme économique et de la quantification. Lui, il dit au XIXe siècle, on le reprendra après ça, d'autres l'ont repris après lui, il dit on ne produit pas des biens, on produit des mots, M-A-U-X. Et d'ailleurs c'est très intéressant la terminologie.
le fait qu'on dise que ce que produit l'industrie, ce sont des biens industriels, mais absolument pas neutres. C'est parce que la production, la hausse de la production, etc., c'est le bien avec un grand B. Au niveau moral, c'est bien. Et donc on produit des biens avec un petit b. On ne se pose pas du tout la question de savoir si on produit des mots MAUX. Et William Morris, c'est le premier, c'est repris aujourd'hui beaucoup, ça, le premier à dire cette production industrielle, c'est une production de mots MAUX, et non pas de biens. Donc il appelle quand même cette société, c'est la société des nuisances. Hein, c'est le premier qui prononce ce terme. Autre point qu'il partage donc avec les romantiques, c'est, alors je vais essayer d'être simple, c'est la critique de la réification de la vie. C'est ceci, c'est l'âge de l'ersatz. C'est-à-dire qu'il prend l'exemple du pain. Le premier exemple qu'il donne, c'est le pain. Il dit au XIXe siècle, vous imaginez un siècle après. Mais déjà au XIXe siècle, il avait perçu des choses extrêmement importantes. Il dit le pain que nous mangeons au XIXe siècle, ce n'est pas du pain. Ça a la forme du pain, ça ressemble au pain, mais ce n'est pas du pain, dans le sens où les produits qui sont utilisés pour faire ce pain, le travail qui est réalisé pour faire ce pain, n'est plus du tout, comment dire, ne correspond, fait que ce pain est un ersatz de pain. Parce que, et on ne peut pas retrouver le vrai pain parce qu'on a perdu les produits qui servaient à faire le pain. On a un vague goût du pain. Il prend plusieurs exemples comme ça, comme sur les ersatz. Et c'est dans ce sens-là qu'il critique la production industrielle parce qu'il y a une dépossession des objets. C'est-à-dire que finalement, ces objets qui sont produits ne sont que des ersatz de produits, que des ersatz de biens. Il dit la vie elle-même est devenue un ersatz. Et alors là, j'ai pensé à autre chose. Il y a un anthropologue actuel qui travaille là-dessus, qui s'appelle Marc Auger. Il a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Les non-lieux, qui pourrait d'ailleurs vous intéresser. Et il étudie, et je pense que ça illustre pour moi exactement ce que dit William Morris sur les ersatz. Il étudie ce qui est fait aujourd'hui dans les centres commerciaux, mais aussi les aéroports, les gares TGV, et surtout les gares TGV. Si vous avez l'occasion d'aller dans les gares TGV, c'est les gares qui ont été construites pour accueillir le TGV, bien souvent en rase campagne. Maintenant, c'est plus la rase campagne, parce que dès qu'il y a la gare, ça attire de l'activité. Mais il appelle ça des non-lieux. Ce ne sont pas des lieux qu'on peut habiter, ce ne sont pas des lieux qu'on peut s'approprier, ce sont des lieux où on passe. Ce sont des lieux, des carrefours de communication. C'est des lieux où on flotte dessus, mais on ne peut absolument pas s'ancrer dans ces lieux-là. Il n'y a aucun ancrage possible. Et il appelle ça des non-lieux. Eh bien, l'ersatz, si vous voulez, le pain, c'est du non-pain. Il prend l'exemple du beurre aussi. Le beurre, c'est du non-beurre. Bon, etc., etc. Il en arrive à dire la vie n'est qu'un ersatz de vie parce qu'elle est entièrement soumise au diktat de la production industrielle qui doit toujours augmenter, qui crée des nouveaux besoins, des besoins qu'il estime être inutiles. Donc voilà, ça je pense que c'est certainement un de ces textes les plus importants, l'âge de l'ersatz, parce que là, on y retrouve ce qu'on trouve dans les mouvements pour la décroissance en général, la critique très forte de la société de consommation. L'idée que plus on consomme, plus on est heureux, donc une critique très forte de l'aliénation qu'il y a à dépendre totalement d'objets qui ne sont en plus que des ersatz d'objets. Je consomme quelque chose, je crois consommer quelque chose, mais en fait, ce n'est finalement qu'un ersatz de l'idée que je m'étais faite. Ça, ce texte-là, si vous pouvez le lire, il est vraiment très bien. Et donc la vie, la civilisation est un ersatz de civilisation. Il dit nous ne sommes plus, parler de civilisation moderne n'a plus de sens, c'est un ersatz de civilisation, dans lequel les humains, finalement, il a une phrase terrible, sont réduits à des panses, à des estomacs, une espèce d'œsophage, si vous voulez, qu'on nourrit
et qui éjecte des déchets selon le cycle de la production-consommation. Il dit ceci est un ersatz de civilisation. Et donc, évidemment, à partir de là aussi, c'est tout l'enlaidissement du monde, et là c'est toute sa perspective esthétique, évidemment, qui va aussi énormément le porter. Depuis, quasiment, il a supprimé les machines. Il ne reste plus que quelques machines. Alors il dit les machines peuvent être utiles si elles permettent de diminuer le temps de travail, de diminuer le temps de la nécessité. Mais c'est tout. Et il vaut mieux toujours pouvoir s'en passer. Bon, ça c'est... alors là, on peut penser que c'est rétrograde, mais il part du principe, si vous voulez, que contrairement à ce qui était dit dans tout ce 19e positiviste, etc., avec l'éloge de la science et des techniques, c'est que ces techniques qui étaient supposées libérer les individus, libérer le temps de travail, libérer les individus, nous libérer du travail presque, au contraire, ces techniques ont enchaîné encore plus les individus au travail, les citoyens, au travail et à la consommation. Donc il a toute une réflexion sur les machines, la technique. Bon, il y a vraiment, comme il dit, une haine de la civilisation industrielle. Et c'était, encore une fois, fin 19e. Ce qu'il partage aussi avec la décroissance, c'est que dans toute son œuvre, il y a vraiment une éloge de la simplicité. Éloge de la simplicité, alors aujourd'hui on parlerait de simplicité volontaire. C'est pas du tout ce qu'il disait, lui. Et là, vous savez sans doute qu'il avait fondé un mouvement artistique qui s'appelait Arts and Crafts. Ça, vous connaissez, j'imagine. C'était vraiment, ça a été son bébé, si vous voulez, sur tout le plan des arts. Et ce que ce mouvement-là mettait en avant, c'était la simplicité des matériaux. Et donc, son idéal de simplicité, si vous voulez, dans la vie, c'était un idéal esthétique aussi. Donc, remplacer les matériaux compliqués par des matériaux simples. Et vous savez qu'il avait créé aussi une entreprise, j'imagine que ça vous le savez. Bon, il faisait de la décoration, des objets, bon, etc., etc. Et il avait remplacé toutes les teintures chimiques. Il n'utilisait aucune teinture chimique. Il était revenu aux teintures naturelles. Fin 19e siècle. Hein. Vous voyez, c'était pas parce que c'était un écologiste, la notion même n'existait pas, mais il était très attaché à l'idée de la maîtrise du travail manuel et de la maîtrise de l'objet, de la maîtrise de la technique. Et si je me mets à acheter des teintures synthétiques, je perds la maîtrise. Si je garde tout le savoir, la connaissance sur les teintures naturelles, je garde la maîtrise de mon art. Je garde entièrement la maîtrise. Et ainsi, je peux exercer ma liberté. Donc, simplicité des matériaux, simplicité de la vie. Je vous donne une citation. Assurément, la vie, comme les plaisirs d'hommes libres, doit être simple. Et en particulier, et ça c'est très intéressant aussi, ça c'est très décroissant, il dit « La vie future socialiste ne ressemblera pas à la vie des riches ». Et là, il s'oppose à toute une vision du socialisme, de certains courants socialistes, qui ont conçu le socialisme comme finalement le rattrapage par les pauvres des riches, c'est-à-dire les riches ont tel niveau de vie, tel mode de vie, et donc tout le monde doit pouvoir l'avoir. Et il y a des inégalités, et la politique égalitaire consiste à permettre aux moins riches d'accéder à ce à quoi accèdent les riches. William Morris dit non, on n'en veut pas. Le problème de l'égalité et de la justice, c'est pas pour les pauvres de devenir comme les riches. Ça, on n'en veut pas. Ça aussi, c'est très, c'est très important dans les mouvements autour de la critique de la croissance. Le problème aujourd'hui, le modèle aujourd'hui, n'est pas le modèle des riches. Et donc, la revendication n'est absolument pas d'accéder à ce à quoi accèdent les riches. S'ils accèdent à, je ne sais pas trop, enfin, des tas de choses dans leur mode de vie, aujourd'hui, au contraire, c'est se décrocher de ce mode de vie-là.
le but, je crois, pour tout le monde n'est pas d'avoir la piscine californienne à la maison, le super, le home cinéma le plus grand possible, le 4x4, je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer. C'est peut-être pas le summum du bonheur de l'humanité. Et en tout cas, lui, ce qu'il dit, les pauvres, les exploités, il emploie des termes parfois n'ont pas à revendiquer pour être comme les riches. Au contraire, la vie future ne ressemblera pas à la vie des riches. Et pour qu'il y ait du socialisme, il faut justement déconstruire ce qui fait le mode de vie des riches. Et donc, si vous voulez, il n'est pas dans une posture de ressentiment ou d'envie par rapport à un mode de vie plus aisé. C'est un enfant de la bourgeoisie. Il est issu d'un milieu bourgeois, William Morris. Donc, il sait ce que c'est la richesse, le luxe, etc. Et il a plutôt vécu jeune enfant dans un milieu très aisé. Et donc, si vous voulez, il dit non. Il ne s'agit pas pour tout le monde d'accéder à ça, parce que justement, ça aussi pour lui, il dit, c'est très pauvre. La vie du riche est une vie pauvre, dit-il. C'est une vie très pauvre. Et donc, l'aspiration des plus pauvres ne doit pas être d'accéder à cette pauvreté-là. Bien, je crois que là, j'ai à peu près fait le tour. Je voudrais juste maintenant conclure, parce que je vois que c'est un peu long, je voudrais conclure sur... non, excusez-moi, non, j'ai un point très important. Non, excusez-moi, avant de passer à l'autre point. J'avais perdu le fil. Je vous disais, je vais rattacher au courant romantique. C'était un romantisme révolutionnaire. C'est-à-dire que, contrairement à beaucoup de romantiques, lui, il a posé la question de la révolution. Il disait, on ne pourra pas transformer la société sans révolution. Alors, révolution, ça ne veut absolument pas dire, surtout pour Maurice et pour d'autres, ça ne veut pas dire violence, il n'y a pas comme modèle de révolution. Ça veut dire véritablement transformer la racine même de la société, transformer les bases de la société. C'est ça la révolution. C'est pas la prise du palais d'hiver, c'est pas la guerre civile, c'est pas obligatoirement les armes, etc., etc. Il a même plusieurs textes qui sont, je ne peux pas dire non violents, mais en tout cas où il professe plutôt quelque chose de l'ordre de la non-violence, de la persuasion, de l'éducation, etc., plutôt que la violence. Mais en revanche, il dit, on ne pourra pas avoir une vie heureuse, l'art ne pourra pas se développer véritablement sans révolution. Et donc, il est vraiment dans un romantisme révolutionnaire et il a été influencé par Marx. Surtout dans la dernière partie de sa vie, influencé par Marx, il prône la propriété collective. C'est vraiment ce qu'il prend à Marx. L'aliénation, toute la théorie de Marx sur l'aliénation, c'est ce qui l'intéresse beaucoup. Il dit qu'il s'ennuie beaucoup à lire le Capital, que ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui est du domaine de l'économie ne l'intéresse pas. Et il a eu beaucoup de mal, après il l'a relu à la fin de sa vie, mais il a beaucoup de mal à lire le Capital. Et il dit, c'est pas ça qui est le plus intéressant finalement chez Marx. Parce qu'il refuse justement de voir et d'avoir une vision purement économique de la société. Et il reprend de chez Marx beaucoup la critique de la division du travail. Et c'est là qu'il y a toute une réflexion sur art et travail, justement. Et finalement, comment dire, quand on lit Maurice, quand on essaie de comprendre quelle conception il a du travail, le travail qu'il voit comme étant libérateur, c'est le travail artisanal finalement. C'est pas le travail de la grande industrie. Et ça va être une très grande divergence avec Marx. Pour Marx, la figure du prolétaire qui va permettre la révolution, c'est la grande industrie. C'est la très grande industrie. C'est l'ouvrier de la très grande industrie. Alors que William Morris, pour lui, la grande industrie, elle est aliénante. Elle est définitivement aliénante. Non seulement les ouvriers sont exploités, mais ils sont surtout aliénés et il se réfère vraiment à toute la pensée, pas tellement la pensée de Marx plus ancien, du jeune Marx, disons, sur l'aliénation. L'aliénation par le travail dans la grande entreprise, dans la grande unité. Donc là, il y a une divergence très forte, mais il reprend de Marx aussi l'idée que la critique de la division du travail, c'est-à-dire que dans ce travail qu'il essaie de concevoir dans la société nouvelle, ce n'est pas un travail divisé,
c'est un travail dans lequel il dit on peut papillonner. C'est-à-dire, je ne voudrais pas reprendre la phrase de Marx, mais on peut être poète le matin, tourneur à midi, agriculteur l'après-midi, et bon bref. C'est-à-dire, c'est la possibilité de diversité professionnelle, non pas de spécialisation. Il est vraiment très, il y a beaucoup de pages contre toute forme de spécialisation, puisque la spécialisation du travail, c'est aussi la spécialisation mentale, c'est l'appauvrissement mental. Et donc, il rêve d'un travail qui embellisse le monde, dont le but ne serait pas de produire des objets pour le commerce, pour la société commerciale, dit-il, mais des objets durables qui embellissent le monde. Et des objets qui sont liés à leur valeur d'usage et non pas à leur valeur d'échange, des objets qu'on produit parce qu'ils sont utiles et non pas des objets pour être vendus. Bon, donc là, il y a toute une... Vraiment, et pour lui, le travail, il est émancipateur, mais il est émancipateur parce qu'il est créatif, il est inventif, il doit permettre toute la créativité humaine. Mais ceci ne peut pas se faire dans la grande industrie, c'est quand même des petites unités de production qu'il a en tête. C'est une très énorme divergence avec Marx. Autre divergence avec Marx, même s'il reprend beaucoup, il a repris beaucoup à Marx, certains disent c'est un romantique marxiste, il a repris par beaucoup, en particulier la propriété. Mais ce qui le fait diverger radicalement de tout ce courant du socialisme, c'est que, première chose, quand il parle de propriété collective, ce n'est jamais de propriété étatique. C'est la propriété des coopératives, de petites unités communautaires, et non pas la propriété communale, la propriété coopérative, qui est une propriété commune, qui est une propriété collective, mais qui n'est pas la nationalisation, si vous voulez, qui n'est pas la collectivisation comme elle a été faite, qui n'est pas l'étatisation. Là, il est très dur sur ce qu'il appelle le socialisme d'État. Il est fondamentalement opposé, il est libertaire. C'est un communiste libertaire, si vous voulez, William Morris. C'est-à-dire, c'est le pouvoir à la base des individus dans des communautés, très méfiant par rapport au pouvoir d'État, par rapport au pouvoir central, par rapport à une vision centralisée de la société. Donc, il conteste ça au courant marxiste. De même, chez Marx, je vous disais, pour Marx, l'émancipation, quand même, c'est le prolétariat de la grande industrie. Marx a vu dans le capitalisme un progrès de l'humanité. Puisque pour Marx, le développement de ce qu'il appelle des forces productives, le développement du capitalisme a jeté les bases du socialisme. Marx a une vision linéaire et progressiste de la société. On passe de l'esclavagisme, féodalisme, capitalisme, socialisme, communisme. Donc finalement, le capitalisme, c'est une étape. C'est une étape vers le socialisme ou le communisme. Et pour Marx, et dans beaucoup de textes de Marx, notamment le manifeste du Parti communiste, si vous voulez, la bourgeoisie, elle est progressiste, c'est elle qui a permis d'établir les bases matérielles, l'infrastructure matérielle qui va permettre après le socialisme, l'abondance, etc., etc. Et donc il voit un côté positif, si vous voulez, du capitalisme. William Morris, non. Pour lui, c'est l'enlaidissement du monde, définitif. Alors que chez Marx, il y a cette idée, il y a un Marx productiviste, il y a un Marx amoureux de la société industrielle, et qui pense que c'est plus on développe les forces productives, plus on développe le prolétariat, et plus on a de chances d'arriver au socialisme et au communisme. Ça, c'est le côté productiviste d'un certain Marx, et surtout de certains courants marxistes qui ont vraiment creusé ce sillon-là, de l'idée que... c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une sorte de consensus très fort sur la croissance entre droite et gauche. Parce que pour la gauche aussi, la croissance, c'est la base du socialisme. Il faut développer les bases de l'infrastructure industrielle, parce que là on aura l'abondance, on aura la justice, la paix, la prospérité générale, les droits, etc., etc. Marx, ça existe aussi chez Marx. Là où il diverge aussi très fort, peut-être que vous avez vu concernant le domaine de l'art, c'est que ce n'est pas un théoricien. Pas du tout. Mais ce n'est pas un théoricien parce qu'il ne désire pas être un théoricien. Il se méfie beaucoup des pensées abstraites. Et il ne cherche pas à faire un système, ou il ne cherche pas à faire une nouvelle théorie de l'art, un nouveau modèle,
un nouveau système, pas du tout. C'est un pragmatique. Bon, de ce point de vue-là, il est très anglo-saxon, hein. C'est tout ce pragmatisme-là, mais c'est pas simplement du pragmatisme, c'est l'idée de la volonté, si vous voulez, d'affronter le monde, pas seulement par l'esprit, mais par la matière, par l'action quotidienne, par la transformation quotidienne. Donc, et ça, il refuse chez Marx tout le côté de l'abstraction théorique qu'il y a chez Marx. Et en particulier, il refuse totalement l'idée du socialisme scientifique. L'idée que le socialisme découlerait de lois scientifiques de l'histoire. Ça le fait fuir et bondir. L'idée qu'il y aurait des lois de l'histoire, hein, une loi qui nous conduirait finalement au socialisme, c'est totalement étranger à la pensée de William Morris. Et là, il s'oppose véritablement à Marx, et il est beaucoup plus proche des courants socialistes, autogestionnaires, si vous voulez, décentralisés. C'est un socialisme très, très décentralisé, fondé sur des communautés de base. Bien, alors, je conclue en disant, est-ce que c'est un utopiste décroissant? Il a été très influencé par ce que Marx a appelé les socialistes utopiques. Très influencé par Fourier, Proudhon, tout ce courant libertaire anarchiste. Très influencé, il les cite tout le temps. Et par un autre que vous ne connaissez peut-être pas, qui est moins connu, qui s'appelle Leroux, qui a été vraiment, comment dire, c'était avant Marx, tout ça, c'est lui qui a inventé le mot socialisme, Leroux. Hein. C'est les années 1830-1840. Et il a été très influencé par ce courant-là du socialisme, par le premier mouvement ouvrier, y compris un mouvement ouvrier qui détruisait les machines. Et vous avez entendu parler du mouvement des ludistes, hein, ce mouvement en Angleterre, justement, qui détruisait les machines, parce que, justement, ils avaient la conscience forte que ces machines-là, loin de les libérer, comme on leur disait, les aliéner totalement, leur faisaient perdre leur métier. Leur métier, c'était leur pouvoir, hein, c'était leur art aussi, et c'était leur pouvoir. Et donc, il a soutenu la destruction des machines, de sabotage, tout ce mouvement des ludistes qu'il y avait, et il a été très inspiré par toutes ces premières formes du mouvement ouvrier. Et j'insiste là-dessus, parce que c'est ce mouvement ouvrier-là, ces premières formes du mouvement ouvrier, par le courant socialiste dominant, marxiste disons, a été très méprisé. Très méprisé. Marx lui-même, hein, a eu des mots parfois durs concernant ces luttes-là, en disant c'était des luttes pré-capitalistes. En gros, ils n'avaient pas bien compris le sens de l'histoire, en gros. C'était des luttes un peu archaïques. Et c'est un historien anglais qui a écrit, c'est la plus belle biographie de William Morris, qui a écrit un énorme livre sur William Morris, qui s'appelle Thomson. Je ne sais pas si vous connaissez, qui a écrit. Ça, c'est une Bible, hein. C'est l'histoire de la classe ouvrière en Angleterre au XIXe siècle. Et justement, c'est un marxiste, c'est un historien marxiste, mais qui justement réhabilite ce premier mouvement ouvrier, qui le réhabilite dans toute son histoire. Et il réhabilite en même temps, il réhabilite William Morris, parce que William Morris a été méprisé aussi comme étant un doux rêveur, un utopiste, socialiste utopique, etc. Ils n'avaient pas bien compris le sens de l'histoire, le progrès, la machine, l'industrie, etc., etc. Et aujourd'hui, avec les problèmes que nous rencontrons dans nos sociétés, justement, il n'est pas étonnant que justement, on se ressource, on cherche à se ressourcer à ce premier mouvement ouvrier qui s'est manifesté dans les années 1820, 1830, 1840. Et je conclurai avec ça, par exemple, le mouvement sur les OGM. Vous connaissez les organismes génétiquement modifiés, le refus des OGM, etc., la destruction des plants d'OGM. Et on a beaucoup rapproché cette lutte-là des paysans concernant les OGM au mouvement des ludistes en Angleterre au XIXe siècle. Et depuis qu'il y a eu les OGM, il y a eu une trentaine de livres qui sont sortis en France sur le mouvement des ludistes. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui avec, si vous voulez, une prise de conscience que peut-être, dans ce début du XIXe siècle, dans cette critique qu'a menée vraiment William Morris sur cette modernité industrielle, peut-être que là, on peut trouver des éclairages sur la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, si vous voulez, il a été un utopiste
c'est pas décroissant en tout cas, qui remettait en cause complètement la société de croissance. Il était, donc je le dis, pour un socialisme constitué de communautés de base et après d'une communauté des communautés. Mais quelque chose qui se construit vraiment à partir des communautés de base, ça c'est très fort dans le mouvement de la décroissance. Retrouver la relocalisation, retrouver les communautés de base. Je vous cite quelques livres, quand même. Tout son travail sur la simplicité aujourd'hui, il y a un mouvement important sur la simplicité volontaire. Je ne sais pas si vous connaissez Pierre Rabhi. Voilà. Bon, c'est très inspirant. Ça pourrait être sorti de William Morris. De même sur la technique, il développe dans son Nouvelle de nulle part un monde dans lequel il y aurait des outils. Mais ce sont des outils, des outils complètement maîtrisables et adaptés à la maîtrise humaine. Et là, il a été très, utilisé, William Morris, par un grand penseur qui s'appelle Ivan Illich, justement, qui a inventé la notion de outils conviviaux. Il y a des outils qui sont conviviaux, avec qui on peut vivre conviviaux, avec qui vraiment on peut vivre, qui ne sont pas des outils qui nous remplacent, ce sont des outils qui nous aident, mais qui ne nous remplacent pas. Et ça, c'est la convivialité au sens d'Ivan Illich, et ça, c'est tout le courant de la décroissance. Et il dit aussi, ça j'aime beaucoup ça chez William Morris, il dit il faut accepter, c'était un jouisseur, c'était un bon vivant, dans la simplicité, mais très bon vivant, jouisseur, etc. C'était accepter la vie comme une joie. Et ça, c'est très fort dans les mouvements aussi sur la simplicité volontaire. Il y a beaucoup de livres qui sont parus sur la frugalité heureuse, la décroissance heureuse, l'abondance frugale, des espèces d'oxymores comme ça, si vous voulez, qui montrent que le fait de remettre en cause la croissance, l'accumulation de la richesse, etc., ce n'est pas une perspective triste, ce n'est pas une privation, comme tendent à me faire croire ceux qui sont toujours dans la perspective de la croissance. Ce n'est pas une privation, ou en tout cas c'est une privation des mots MAUX dont nous ne voulons plus. Et il y a une perspective assez jouisseuse, si vous voulez, hédoniste aussi, dans la décroissance, ou dans la critique de la croissance, parce qu'il y a le refus de toute cette laideur. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que ce qui est très important chez lui, surtout, et là ça vous concerne vous, c'est la réconciliation de l'esthétique et de la transformation sociale. Jamais l'esthétique n'est abandonnée. Or, bon, on sait à quel point, quand il y a eu des révolutions socialistes, quand même, comment ça a été une catastrophe à tout point de vue, et y compris esthétique. Une catastrophe totale. Donc là, c'est un enseignement qui est quand même intéressant aussi chez William Morris. Bon voilà, je vais m'arrêter. Il nous reste un peu de temps pour que vous puissiez m'éclairer éventuellement, ou que vous puissiez me poser éventuellement quelques questions. Je ne sais pas si j'ai répondu aux objectifs de la conférence. C'était pas simple de joindre les deux, mais j'ai voulu vous montrer, parce que je pense que vous avez dû avoir des cours sur William Morris, plus sur le côté de sa conception de l'art, mais qui n'est pas théoricien en même temps. Moi, j'ai rien trouvé. Mais c'est important de savoir aussi, de faire le lien entre comment quelqu'un peut concevoir l'esthétique et comment il conçoit la société. C'est lié. C'est lié, totalement. Voilà, je vous remercie. Allez-y, question ou bien un compliment ou je suis preneuse. Moi j'ai une petite question. Vous m'avez glissé avant la conférence que vous avez rencontré William Morris à travers Virginia Woolf. Oui. Et j'aurais aimé savoir dans quel livre, ou si c'est dans plusieurs de ces livres. C'est dans plusieurs de ses livres, mais surtout, c'est Mrs. Dalloway. Et il y a une amie de Mrs. Dalloway qui à un moment donné, s'exprime sur
sur sa volonté de transformer la société, et en particulier sur le droit des femmes, parce qu'il était très attaché au droit des femmes. En ce sens, il n'était pas du tout passéiste, hein, comme certains ont pu le dire, donc sur l'égalité des femmes. Et cet ami de Mrs. Alloway cite William Morris. Mais il y a aussi dans Orlando, la promenade au phare, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est dans Mrs. Dalloway. D'accord. Et son nom Et aussi dans Une chambre à soi. Une chambre à soi, elle cite William Morris. Son nom apparaît dans le... Oui. Aussi les dates pour les jeudis, la date, c'est quand? Alors c'est 1830, c'est les années 1830. 1820-1830. Donc c'est contemporain avec Maurice? Non, il vient après Maurice quand même. Lui, les dates, c'est 1836, 1834, 1896. Mais c'est là. Il en a le souvenir quand même. Mais dans la tradition, si vous voulez, du socialisme, les luttes des ludites, justement, des ludistes, n'étaient pas très bien comprises, hein, parce qu'on estimait qu'il ne fallait pas casser les machines, que les machines c'était le progrès, que l'industrialisation c'était le progrès, que c'était passéiste, que c'était etc. C'est quoi en fait une machine? Enfin, ça peut être je sais pas, un truc pour découper les pommes ou... Oui. Non, ça c'est l'outil. Ah oui, mais j'arrivais pas à... Okay. Non, quand je vous avez raison, mais il faut... Non, je savais pas si ça... Enfin, c'était que les grosses machines ou si ça peut être des petites machines avec des petits mécanismes... Non, justement, il y a des outils qu'il appelle des outils conviviaux. C'est ce dont vous parlez. Hein. Oui, voilà, vous en avez parlé après. Mais ça peut être aussi des machines plus importantes. Ce qu'il refuse dans l'industrialisation, dans le machinisme industriel, c'est l'aliénation du travail. Donc dès lors que même une machine permet au contraire la réalisation du travail, permet l'inventivité, la créativité, etc., William Morris ne s'oppose pas a priori, mais il constate que dans la révolution industrielle, la plupart des machines qui sont utilisées dépossèdent les personnes, les ouvriers, les ouvrières, de leur plus que de leur travail même, de leur identité quasiment. Hein. Il appelle ça de l'esclavage. Mais ça dépend comment on l'utilise après en fait. Ça dépend comment on l'utilise. Enfin... Alors ça c'est tout un débat. Oui, non, mais... C'est tout un débat. Il y en a qui disent que la technique est neutre et que ça dépend comment on l'utilise. C'est un peu la position de Marx en fait. Ça. Ou bien ça dépend de qui la possède, qu'il faut se réapproprier la technique. Et puis d'autres qui sont plus dans les courants décroissants. Alors, je pense Jacques Ellul, Illich, qui disent que la technique n'est pas neutre. Que la technique, elle porte en elle-même un modèle de société. Elle ne peut pas être neutre. Et que c'est une illusion que de croire qu'on va détourner une technique au profit des travailleurs ou au profit de... Je sais pas, on peut prendre plusieurs exemples. Je pense à un, mais c'est pas très bon. Peut-être, je pense au nucléaire. Si vous voulez, si je peux le dire, je pense que c'est pour vous faire comprendre ce que je veux dire. Le nucléaire, pour certains, si vous voulez, le problème du nucléaire, c'est que ce sont des entreprises privées qui font du nucléaire, et que si le nucléaire était public, contrôlé par l'État, etc., ça pourrait être bien. Pour d'autres, ils disent que le nucléaire, qu'il soit public, privé, communautaire ou autre, en soi, c'est une technique que non seulement on ne maîtrise pas, bon, mais surtout une technique qui enclenche un processus de centralisation très fort, de surveillance, un certain type de société. Voilà. Une éolienne, c'est pas pareil qu'une centrale nucléaire. Voilà. Et je me demandais en fait où est-ce que ça se limitait, cette machine. Parce qu'il y a des machines, je sais pas, je pense au bateau ou avant, quelque chose comme ça, où avant les gens ils devaient ramer, c'était dur, ils devaient beaucoup, il y avait de l'esclavage, tout ça. Je sais pas, je pensais à des trucs comme ça, je me disais, bah là c'est peut-être mieux qu'il y ait des moteurs, des machines. Oui,
sûr. Enfin, je sais pas, c'est là où je me demandais où est-ce qu'elle était la limite. Mais il n'est Enfin, William Morris n'est pas systématique. Bon, et puis, oui, voilà. il y a des choses moi, qui me heurtent un peu. Hein. Par exemple, il était très farouchement opposé au chemin de fer. Assez farouchement opposé au chemin de fer. Mais pas parce qu'à l'époque, il y avait des gens qui avaient peur, que ça créait des problèmes de santé, tout ça. C'était pas du tout ça. Mais c'était sur la crainte d'une délocalisation des sociétés et des économies. De l'apologie du transport, l'apologie de la mobilité, bon, c'était plutôt ça. Mais dans sa ville utopique, il n'y a plus de train. Il y a des vélos, il y a ce que vous voulez, mais il n'y a pas de train. Non mais de toute façon, c'est pas. Il le dit lui-même. Hein. Il n'est pas du tout. C'est pas un modèle. Hein. C'est pas un modèle, c'est pas un programme politique, il n'est pas du tout dans cette logique-là. Et ça peut être contestable. En revanche, si vous voulez, sur la technique, c'est quand même. Bon, là, ça supposerait une autre conférence, quoi, parce que c'est quand même un sujet qui est extrêmement compliqué. C'est un sujet qui est très très compliqué, mais il fait partie des courants de pensée pour lesquels la technique n'est pas neutre. Quand vous me dites, ça dépend comment on l'utilise, vous pensez qu'elle est neutre, c'est une boîte noire, et que si je l'utilise bien, c'est bien, si je ne l'utilise pas bien, c'est pas bien. Lui, il pense que certaines techniques sont en elles-mêmes destructrices. En elles-mêmes. N'importe comment on les utilise. Moi, juste une question rapide. Je me demandais si William Morris avait tenu à un moment de son travail un discours sur la colonisation en termes britanniques, ou si c'était pas du tout. Si c'était exclu de son discours en fait. Si, dans plusieurs conférences, il est intervenu sur l'Empire britannique. Bon, ce qui l'effrayait énormément, c'était comment le commerce, le développement du commerce, notamment du commerce à longue distance. Donc il a vraiment dénoncé l'impérialisme, entre guillemets, britannique, l'Empire britannique. Et si vous voulez, c'est ce qu'il dénonce, mais plus que la société, autant que la société productive, c'est la société commerciale. Dans le sens où, pour lui, on doit produire des biens, mais non pas pour vendre, non pas pour le marché, mais par rapport à leur usage. Donc il oppose vraiment la valeur d'usage et la valeur d'échange, en ce sens il reprend Marx complètement, et sa critique de la société commerciale, c'est très de Marx aussi. Hein. Et donc à ce titre-là, il dit que la société se perd dès lors qu'elle oriente toute son activité à produire des biens uniquement pour l'échange, au lieu de produire des biens pour l'usage. Et il dit que là c'est l'ersatz. C'est l'ersatz. Donc oui, il est intervenu quasiment sur tous les sujets de son temps. Hein. Sur l'esclavage, sur... Je me demandais par rapport à ce mouvement Art and Craft, quelle a été sa clientèle en fait. Si en fait il vendait surtout aux bourgeois et qui ont été aisés, du coup qui ont un niveau de vie haut, il visait plutôt une population au bas revenu qui justement pourrait acheter vu que leur revenu sans Bon. Du fait de la situation en Angleterre à ce moment-là, vous avez la réponse. Hein. Les produits de son entreprise, c'était des milieux aisés qui pouvaient acheter ça. Il n'en reste pas moins qu'il faisait énormément de conférences de l'éducation populaire, si vous voulez, justement pour permettre à des catégories sociales qui n'ont pas les moyens d'accéder à tous ces biens, de pouvoir vivre aussi dans la beauté. Le droit à la beauté, c'était ce qu'il appelait le droit à la beauté. Hein. Ça devait être un droit partagé aussi. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. La classe ouvrière anglaise, au XIXe siècle, ne pouvait pas acheter ces produits-là. Elle avait déjà du mal à acheter pour se nourrir. Elle ne pouvait pas acheter ces produits-là. Mais les bénéfices, en revanche, je ne sais pas exactement ce que vous voulez dire, les bénéfices de
Alors, les salariés, c'était pas une coopérative, hein, mais les bénéfices de l'entreprise, bon, d'abord étaient pas mal répartis entre les salariés malgré tout, même si ce n'était pas une coopérative, et une partie des bénéfices a beaucoup servi à financer le mouvement socialiste. Il a utilisé les bénéfices pour le mouvement socialiste. Ça aussi, c'est tout le lien entre la transformation sociale et son travail, si vous voulez, d'artiste. L'essentiel hein, a servi à ça. La Ligue socialiste, il l'a monté avec ça, avec l'argent de l'entreprise. Du coup, il est plus resté dans une éthique que dans une équité. Enfin, il est plus resté dans une éthique que dans une équité. Du fait que il est plus resté dans une éthique que dans une équité. Du fait qu'il a utilisé ses peintures, comme vous disiez, naturelles, qu'il a utilisé l'argent de ses ventes pour financer le parti socialiste plutôt que de pouvoir donner accès à ces produits. Donc, cette fameuse beauté à finir. Bien entendu, mais je comprends ce que vous voulez dire. Ça fait partie des contradictions, ça, insolubles. Je pense qu'à aucune époque, au 19e en tout cas, la classe ouvrière, le prolétariat, pour qui il se pouvait se battre par ailleurs, n'avait pas accès à ces produits-là, c'est évident. Pour autant, ne fallait-il pas les produire? Je l'ai dit au départ, je vous l'ai dit, c'était un enfant de la bourgeoisie. Marx n'était pas un enfant du prolétariat et Engels non plus. Voilà. Robespierre non plus, etc., etc. Marx a pu vivre uniquement parce qu'Engels était très riche. Ils ont passé la fortune, ce qui est... Bon, d'autres auraient fait autre chose, hein. C'était le fils d'un industriel allemand, quand même, Engels, qui avait pas mal de revenus. Hein. Donc c'est insoluble. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a eu des périodes, il y a un art, alors on ne va pas discuter de ça maintenant, mais il y a aussi un art populaire. Et là, ce n'était pas le cas. Quand on préconise la révolution par la transformation des bases de la société, les bases de la société, c'est pas les machines, alors c'est quoi? La propriété, la société, il est très influencé par Proudhon. Hein. La propriété, c'est le vol. Donc, il est vraiment pour... C'est ça les bases de la société. C'est le fait qu'une partie de la population soit expropriée, n'ait plus de propriété, et qu'elle doit vendre son travail pour vivre. Donc, c'est le retour de la propriété commune, de la propriété communautaire, communauté collective. Ça, c'est la première base pour lui fondamentale. Le refus de la division du travail. Deuxième base dans les manufactures. Du travail spécialisé, du travail divisé. Bon, ça, il s'inspire de Marx là-dessus. Hein. Donc là, pour lui, c'est une base aussi, une base terrible d'aliénation. Ensuite, autre chose, je n'ai pas eu le temps de tout développer, c'était entre guillemets l'écologiste avant l'heure, ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'était aussi revoir la relation des humains à la nature. Il y avait ça chez Maurice aussi. Bon, comme base de la société aussi, si vous voulez, c'est la conception de la liberté, de l'égalité, mais la conception du bonheur aussi. Le bonheur, pour lui, n'est pas l'accumulation de richesses. Voilà. C'est ça qu'il appelle les bases de la société. Ce sont les bases matérielles, mais aussi les représentations. Et c'est en ce sens qu'il était révolutionnaire, parce qu'il pensait que cette société-là ne pouvait pas, même en la transformant un petit peu, elle ne pouvait pas permettre la liberté, l'épanouissement de la personne, l'épanouissement collectif, etc. Et que donc il fallait en faire une révolution. Mais encore une fois, hein, le terme révolution, il faut faire attention, ce terme-là a été beaucoup discrédité parce qu'il est souvent associé à violence, à guerre,
à putsch même. Non, une révolution, si on prend l'étymologie du terme, révolution, c'est retourner, si vous voulez, c'est retourner les institutions. Et c'est pas la violence. Il dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Je ne sais plus exactement comment il le formule, mais en gros il dit la violence peut détruire, elle ne peut rien créer. Elle détruit, ça, on peut détruire, non créer rien. Et donc il est plutôt dans le créer. Il n'est pas dans le morbide, hein. Il n'est pas dans la victimisation, dans le morbide, et aussi par rapport à ce que vous disiez, là, bon, ce n'était pas un enfant de pauvre, ces produits n'étaient pas destinés à la classe ouvrière anglaise, mais non pas parce qu'il ne le voulait pas, parce qu'elle était dans un état de délabrement physique et matériel, si vous voulez, grave quand même. Hein. Les droits sociaux sont arrivés à la fin du XIXe siècle. Tout le XIXe siècle, ça a été quand même très dur. Donc évidemment que les ouvriers n'avaient même pas le loisir de penser à la beauté du monde. C'est ça qu'ils contestent justement. Cette expropriation des gens de leur milieu, d'être capables de regarder la beauté du monde, etc. Et c'est pour cela qu'ils défendent le socialisme comme un moyen de redonner cette possibilité-là. Est-ce qu'il existe des témoignages de ces conférences? Oui. Là, c'est une conférence, ça. Oui, oui, non, mais moi j'ai lu l'art et l'artisanat et il y a 3 conférences, mais est-ce qu'il existe par exemple des témoignages quand il a fait son discours et la réception? Ça, je ne sais pas, peut-être, mais je ne peux pas vous répondre. C'est Virginia Woolf, en fait. Enfin, semblerait-il. Qui donne une sorte de témoignage. Oui. Peut-être. Peut-être. Moi, je n'ai lu que l'introduction, c'est un gros livre, hein, le livre de Thomson dont je vous parle, sur William Morris. Parce que là, c'est très documenté, hein, c'est hyper documenté. C'est un travail d'historien qu'il a fait. Donc peut-être là, vous auriez des choses. C'est de quelle année le livre de Thomson? 1956, je crois. Est-ce qu'il y avait une dimension morale dans son attitude à William Morris? Oui. C'était une chrétienne athée ou pas? Alors, il se présentait comme... Non, Ruskin était vraiment... Alors, chez Ruskin, il y avait une dimension morale très forte et une dimension chrétienne très forte. Chez William Morris, ça y est, il y a une dimension morale. Mais ce n'est pas mis en avant quand même. Il n'y a pas la dimension chrétienne qu'il y a chez Ruskin. Chez Ruskin, oui. Mais quand même, on peut penser qu'il y a quand même une dimension... Il y a une dimension morale qui n'est pas obligatoirement chrétienne chez William Morris. Si vous voulez, il y a quand même le souci de ce qu'il appelle parfois un monde dépravé, un monde tellement abîmé qu'il appelle ça un monde dépravé. Enfin, il est très avancé sur le plan des mœurs. Hein. Il était pour le divorce. Bon, à l'époque, c'était pas du tout commun. Il était pour les droits égaux des femmes. Mais c'était tout ce climat de la fin du XIXe siècle en Angleterre, où là, il y avait tout un mouvement, justement, assez libéral comme ça sur les mœurs, auquel il était proche, autour de Virginia Woolf, justement.